Allez, 57 participants, il est 5. Je vais peut-être faire le mot d'introduction, ça laissera arriver les derniers retardataires et puis ensuite laisser la parole à Xavier. OK, we can go. Aurélie, tu partages? C'est bon? Pour moi, oui. It's OK for everybody? Full screen. Yes, it's okay. Ok, donc simplement un petit mot d'introduction avant de laisser nos différents intervenants. Donc merci à chacune et à chacun de s'être connectés sur cette conférence ConfCall sur l'affichage environnemental dans le textile et dans le monde du bois et de l'ameublement. Donc elle s'inscrit dans le cadre de notre projet Interreg ECTwin, EcoCycle for Textile and Wood Industry, que je laisserai Xavier présenter juste après. Quelques petits mots de logistique. Donc, nous devrions être 85 inscrits, participants, donc français, belges, des industriels, beaucoup de distributeurs sur la partie habillement, des institutionnels, des centres techniques. Un mot pour dire que d'un point de vue logistique, donc si tout le monde en est d'accord, nous allons enregistrer la conférence pour permettre à ceux qui n'ont pas pu se connecter de pouvoir la vivre en replay après son déroulement. D'un point de vue logistique, 85, ça commence à faire beaucoup, donc nous allons couper petit à petit nos vidéos et nos micros. Et alors, je pense qu'on peut utiliser le chat pour poser des questions, et puis on les reprendra au fur et à mesure des intervenants. Et sinon, levez la main ou poser des questions en direct à la fin de chaque intervention. Un mot encore donc de présentation, si chacun peut rajouter le nom de son entreprise dans son name, à côté de son nom, ça facilitera les échanges. Et puis donc un mot maintenant sur le déroulé de cette conférence. Donc dans un premier temps, donc Xavier Jopin, qui est notre chef de file ECTwin au sein de Célabore, va vous rappeler le contexte, les objectifs et les groupes de travail et partenaires de ce projet ECTwin. Ensuite, donc, nous aurons une première intervention spécifiquement textile et chaussures avec donc, le point sur l'affichage environnemental, tant la démarche au niveau européen qu'au niveau français, avec Adèle Routiot de EcoTLC, donc l'éco-organisme français qui finance une partie du recyclage, de la collecte et du recyclage des produits textiles. Donc, nous expliquera ça. Et Adèle, juste pour finir avec Adèle, nous présentera, et c'est en avant-première, un petit outil d'éco-conception qui est pile en phase avec l'objectif de notre projet ECTwin. Donc ensuite, nous passerons à la partie bois ameublement avec Gabriella donc, de l'EFIC, qui est la Fédération européenne du meuble. Et donc, il nous expliquera au niveau de la Fédération européenne du meuble quelles sont toutes les actions en matière d'économie circulaire qui sont d'ores et déjà inscrites, prévues. Et nous ferons un focus avec Omar, donc qui est conseiller environnemental à la Fédération italienne du bois, du meuble, du liège, du luminaire, de l'ameublement. Federlegno Arredo. Susanna, tu m'aides un petit peu. Oui, c'est bien. Et Omar nous fera un point sur un projet qui est déjà en cours, Life FI, je ne sais pas comment vous le prononcez en italien, donc au niveau des fameux PEF, donc l'empreinte environnementale des produits, la démarche vise à élargir la démarche de PEF aux secteurs qui pour l'instant ne sont pas concernés par la réglementation sur l'affichage environnemental. Et nous terminerons avec Edwin, l'un des partenaires d'ECTwin, donc qui nous balayera de manière un petit peu large en matière d'économie circulaire, quelles sont les normes et les réglementations qui s'imposent ou qui sont proposées à nos industriels, donc à la fois toujours dans le textile et dans le bois. Et puis évidemment la partie
questions-réponses et on essaiera de terminer vers 11h45 pour respecter notre timing. Est-ce qu'en termes de logistique, c'est bon? 61 participants, donc le chat se met en route. Je propose que Xavier, tu fasses un petit rappel sur notre projet SeaTwin pour tout le monde. Merci Eric. Au nom du projet et de l'ensemble des opérateurs, je remercie les participants pour l'engouement suscité par notre invitation. Donc, comme le disait Eric, ce webinaire se fait dans le cadre d'un projet Interreg, un projet interrégional entre la France, la Wallonie, la Flandre. Donc, c'est un projet tripartite, sponsorisé par l'Europe et par les différentes régions. Donc, notre projet SeaTwin a pour objectif d'engager les entreprises de cette zone transfrontalière qui sont actives dans le domaine du textile, de l'habillement, du bois et de l'ameublement vers la mutation de leur modèle économique pour obtenir une croissance durable. Donc, vous avez aussi le texte en néerlandais pour nos amis néerlandophones. Donc, Aurélie, si tu peux juste changer la diapo. Voilà, donc le projet a pour objectif d'accompagner en fait les différentes entreprises de cette zone transfrontalière vers l'amélioration et l'élaboration de leur stratégie globale dans le domaine de l'éco-innovation. Donc, on ne veut pas que de l'économie circulaire, c'est vraiment une démarche globale d'éco-innovation. Donc, les différents piliers qu'on veut mettre en avant, c'est l'éco-conception des produits, la prise en compte de leurs usages et des processus de fabrication, et également le développement d'une nouvelle offre de services en travaillant dans la thématique de l'économie de la fonctionnalité. On peut imaginer, par exemple, développer des concepts de location ou utiliser des outils comme le web pour arriver à fédéraliser, par exemple, des entreprises autour d'un circuit court. Et l'innovation de notre projet, c'est que les différentes stratégies, on va dire, qui sont au début assez théoriques, on se propose de les valider sur le marché via la réalisation de différents démonstrateurs. Par exemple, un produit de prêt-à-porter qui serait complètement éco-conçu avec des entreprises qui sont localisées autour d'une zone assez restreinte sur les 3 zones du projet, ou alors d'autres produits, d'autres prototypes de produits ou de services. Voilà Aurélie, le slide suivant s'il te plaît. Donc, ça se découle vers 3 objectifs principaux. Donc, le premier objectif, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, c'est faire de la sensibilisation pour les entreprises et le grand public dans les thématiques de l'éco-innovation, de l'éco-design et de l'économie de la fonctionnalité. Ensuite, on se donne comme objectif de regrouper les entreprises intéressées autour de différents groupes de travail pour arriver à développer des démonstrateurs qui seraient accompagnés de différentes allégations environnementales scientifiquement fondées afin de convaincre le grand public et le consommateur d'aller vers des produits qui sont éco-conçus. Voilà, et après, il y a toute la promotion, bien sûr, de ces différents projets, de ces différents démonstrateurs, via des salons, des expositions, des conférences, et également la rédaction d'articles scientifiques. Le troisième objectif, c'est un objectif plutôt de veille, c'est de thésauriser les différentes connaissances acquises et en faire bénéficier le public cible. Donc, si vous souhaitez développer un produit éco-responsable, collaborer avec d'autres acteurs de la chaîne de valeur qui sont situés dans la zone transfrontalière, si vous voulez anticiper également les réglementations environnementales, les évolutions du marché, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui en parlant de l'étiquetage environnemental. Et si vous avez besoin de communiquer ou de vous informer sur les qualités environnementales de vos produits, n'hésitez pas à faire appel à nos services. Donc, vous pouvez nous contacter. On a un site internet SeaTwin.ue où vous trouverez toutes les informations nécessaires pour être accompagné, participer à des groupes de travail et éventuellement développer avec nous un démonstrateur et le faire connaître auprès du grand public, avec bien sûr des allégations environnementales qui sont scientifiquement prouvées via des bilans carbone et de l'analyse de cycle de vie, par exemple. Voilà, j'en ai fini pour la présentation du projet. Je termine par vous présenter rapidement les différents acteurs et partenaires qui participent. Donc, il y a Celabor, donc il y a un centre de recherche wallon que je représente, qui est le chef de file du projet. Il y a Santexbel avec Edwin qui va faire une présentation sur l'évolution normative des produits éco-conçus et issus de l'économie circulaire.
Il y a évidemment l'ANSET et son laboratoire, le Gemtex, pour la partie plutôt scientifique du projet. Fedustria Wallonie, qui est donc le syndicat des entreprises du textile de l'ameublement en Wallonie et en Flandre. UITH, qui est le pendant de Fedustria, mais sur le versant nord. L'Université libre de Bruxelles, qui est un intervenant scientifique, notamment sur l'aspect analyse de cycle de vie, aussi bien textile que dans le domaine du bois. Et Wood.be, qui est donc le centre technique du bois situé en région bruxelloise. Voilà, on a d'autres partenaires associés qui sont plutôt des partenaires méthodologiques, comme le CD2E, comme la Fédération des industries du bois Hauts-de-France et le pôle de compétitivité Eura Materials. Voilà, je ne vais pas être plus long pour ne pas brouiller le discours. L'essentiel est que vous suivez bien ces présentations et que, éventuellement, si vous êtes intéressé par notre démarche, de nous contacter par la suite. Je vous souhaite un bon webinaire à tous. Merci Xavier. Several presentations will be in English, but certaines autres seront en français. Comme c'est un projet transfrontalier, on alterne entre les interventions en français et en anglais. Et donc, je vous propose donc Adèle prenne la parole. Alors, je pense que Adèle, tu l'as prévu en français, ton intervention? Oui, ouais, je confirme que je l'ai prévu en français. Après, si ça pose un souci, je sais que j'ai quelques slides en anglais, donc, voilà. Une bilingue, on va dire. Alors, une présentation donc sur le point sur les projets d'affichage environnementaux dans le textile et la chaussure, avec une réglementation européenne et une expérimentation au niveau français qui ont démarré avant l'été. Je ferai un point sur les fameux PEF, donc l'empreinte environnementale des produits, et les différents groupes de travail qui se mettent en place. Et puis, tu termineras par la présentation des outils, de l'outil éco-conception que EcoTLC Refashion est en train de lancer courant septembre, donc avec un petit scoop pour nos participants. C'est bien cela? C'est exactement ça, oui. Merci Adèle. Est-ce que je partage mon écran ou... Oui, si tu veux, oui. Parfait. En principe, ça marche. Hop. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui, très bien. Merci. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Adèle Routhiot. Je travaille chez EcoTLC. Mais nous changeons de nom actuellement. On est dans une phase de rebranding. Donc, on va maintenant s'appeler Refashion. Je ne vais pas m'attarder dessus, mais donc si vous voyez différents noms au cours de la présentation, ne vous étonnez pas. J'interviens aujourd'hui en remplacement de ma collègue Maud Hardy, qui est directrice du pôle économie circulaire chez nous et qui pouvait pas intervenir aujourd'hui parce qu'elle avait un empêchement. De mon côté, je vais plutôt vous parler du secteur du textile et de la chaussure plutôt que du secteur du bois, sur lequel j'ai aucune expertise, même, soyons honnêtes. Je vous ai préparé quand même une petite slide de Refashion pour représenter. Donc, on a été agréé par les pouvoirs publics en 2009. Donc, on est un éco-organisme, c'est-à-dire qu'on est une société privée, mais à but non lucratif. Donc, notre rôle, c'est d'assurer la gestion de la fin de vie des articles textiles et chaussures qui sont mis sur le marché en France. Donc, c'est-à-dire de la collecte au tri, en passant par la réutilisation jusqu'au recyclage. Et on va dire que notre raison d'être, c'est d'assurer la transformation de la filière vers une économie plus circulaire. Donc, je vous ai mis le lien de notre nouveau site internet avec notre nouveau nom et toute notre nouvelle charte graphique que vous pourrez consulter. Alors, je ne sais pas si les présentations seront partagées après le webinaire. Enfin, en tout cas, je pourrais vous redonner le lien si vous le souhaitez sans problème. Si vous en êtes d'accord, si les différents intervenants sont d'accord, Adèle, tu es d'accord pour qu'on diffuse ton PowerPoint? Oui, aucun problème. Okay. Oui, donc ça, cette slide, c'est ce que je vous disais. Hein. Aujourd'hui, on se positionne, en plus de gérer la fin de vie des produits,
sur tous les axes de l'économie circulaire, donc en passant par l'éco-conception, par l'innovation, et puis jusqu'au tri, à la réutilisation et au recyclage. Donc on est vraiment sur tous les scopes aujourd'hui. Donc la thématique qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'affichage environnemental des textiles et des chaussures. C'est une thématique sur laquelle on travaille beaucoup, nous, cette année, chez Refashion. Donc notamment avec la loi AGEC, anti-gaspillage pour économie circulaire, qui a été promulguée en février, mais aussi sur le projet européen PEFCR Apparel and Footwear, dont on va parler un peu après. Donc pourquoi on parle d'affichage environnemental? C'est pour sensibiliser à la consommation responsable. C'est pour informer les consommateurs sur leurs actes d'achat et puis aussi pour encourager les producteurs à fabriquer en prenant en compte la performance environnementale de leurs produits. Donc aujourd'hui, comment ça se traduit? Ça se traduit par une note ABCDE sur un produit qui est calculée sur l'ensemble du cycle de vie du produit et qui est notée soit sur le produit en lui-même, soit en rayonnage, ou alors aussi de manière dématérialisée, on va dire, sur les différents sites internet de la marque. Donc je vous ai parlé effectivement de la loi AGEC qui a été promulguée le 10 février 2020 pour être exact. Dans cette loi, l'article 15 stipule qu'un dispositif d'affichage environnemental et social va être instauré et que pour ce faire, une expérimentation de 18 mois, donc à compter de la promulgation de la loi, est lancée. L'objectif, c'est que suite à cette expérimentation de 18 mois, un bilan soit transmis au Parlement et qu'une étude de faisabilité de cet affichage environnemental soit réalisée afin d'en tirer des conclusions. Donc cette expérimentation de 18 mois, elle s'adresse à toute entreprise volontaire du secteur du textile et de la chaussure qui souhaite mettre en place l'affichage environnemental. Et aujourd'hui, on est bien dans un objectif de mobiliser un maximum d'entreprises afin que demain, elles aient le même référentiel de calcul pour développer l'affichage environnemental et que le consommateur puisse comparer des produits entre différentes marques. Donc cette expérimentation, elle est encadrée par l'ADEME et ils ont mis en place 3 groupes de travail. Donc pour certains, vous avez peut-être participé au premier groupe de travail qui ont eu lieu au début de l'été, je dirais au mois de juin. C'était des groupes de travail de lancement. Donc, les réunions vont suivre et sont encadrées par l'ADEME. Pour détailler un petit peu ces 3 groupes de travail, le premier, c'est donc un groupe de travail qu'on appelle Miroir du projet européen qui s'appelle le PEF Apparel. Donc, on y reviendra plus tard sur ce PEF, mais l'idée, c'est que grâce à ce groupe de travail mis en place par l'ADEME, on puisse faire valoir des contributions françaises sur cet affichage environnemental à l'échelle européenne et remonter tous les retours d'expérience des entreprises qui sont aujourd'hui engagées dans l'expérimentation pour servir de base de travail au projet à l'échelle européenne. Le deuxième groupe de travail, c'est sur les offres privées d'accompagnement. Donc, c'est toutes les parties prenantes qui vont pouvoir accompagner les entreprises et les aider à mettre en œuvre l'affichage environnemental dans leur process interne. Le troisième groupe de travail, ça va être plutôt axé sur la communication auprès des consommateurs et faire en sorte que cette fameuse note ABCDE qui sera apposée sur le produit soit facilement intelligible par le consommateur et notamment via des outils numériques. Donc voilà, la question qui revient souvent, c'est pourquoi je devrais me lancer aujourd'hui dans cette expérimentation.
La première raison, c'est qu'il faut monter en compétence sur ce sujet. Effectivement, mettre en place l'affichage environnemental des produits au sein d'une entreprise, ça va demander de revoir les process de travail. Ça va demander de former les équipes en interne. Et aussi, ça va demander d'avoir une analyse poussée des impacts environnementaux des produits. Donc, en s'engageant dès aujourd'hui dans cette expérimentation de 18 mois et en participant, pourquoi pas, aux groupes de travail qui ont été mis en place par l'ADEME, ce sera un avantage important quand à l'échelle européenne, les travaux seront finalisés et que l'affichage environnemental fera l'objet d'une obligation pour tous les metteurs en marché européens. Je suis en train de voir qu'il y a des chats, pardon. Est-ce que, Eric, je réponds plutôt aux questions à la fin? Comment tu as prévu Ton micro est coupé. Pardon, je propose que on te laisse dérouler ta présentation et on prendra les questions après. Ça marche, ok. La deuxième raison pour se lancer dans l'expérimentation, c'est qu'aujourd'hui, le référentiel de calcul environnemental qui va être développé à l'échelle européenne va prendre en compte différents paramètres. Et certains ont déjà été remontés par les entreprises qui sont aujourd'hui engagées dans l'affichage environnemental, tels que la durabilité des produits, la toxicité, les matières premières, on va dire, responsables. Tout ça, c'est des paramètres qu'il faut qu'ils soient pris en compte pour le calcul de cette note ABCDE. Et en s'engageant aujourd'hui dans l'affichage environnemental et dans l'expérimentation, c'est l'occasion, on va dire, immanquable de faire remonter toutes ces problématiques pour qu'à l'échelle européenne, elles soient prises en compte dans le référentiel de calcul qui va être développé. Donc, aujourd'hui, c'est des sujets qui sont abordés dans le cadre du projet européen dont on va parler, mais il y a peut-être des thématiques qu'on n'a pas identifiées et qui sont impératives, selon vous, à prendre en compte dans ce calcul environnemental. Et c'est l'occasion de cette expérimentation de faire part de toutes ces thématiques que vous avez pu identifier au sein de vos process, au sein de vos produits et de tout ce que vous pouvez mener en entreprise. Donc, je vais maintenant parler du projet PEFCR Apparel & Footwear. Donc ici, pour les non-français, j'ai au moins quelques slides en anglais. Donc c'est déjà ça. Un PEFCR, c'est quoi? Donc déjà, ça veut dire Product Environmental Footprint Category Rules. L'idée, c'est de développer ce fameux référentiel de calcul dont on parle depuis tout à l'heure sur des catégories de produits donnés. Donc là, on va parler du PEFCR pour l'habillement et pour la chaussure. Donc un PEFCR, il y a une gouvernance qui est assez encadrée. Donc on va avoir des membres votants, des membres non votants et ce qu'on va appeler un petit peu des observateurs. Il me semble que je vous ai remis la slide avec tous les membres qui aujourd'hui font partie de ce projet européen. Donc, on est encadré par un expert technique qui est Quantis. Notre groupe de travail, il est leadé par la SAC, la Sustainable Apparel Coalition. On a des membres non votants. Donc, je m'excuse parce que cette slide n'est pas à jour et notamment la Fédération de la haute couture et de la mode qui est indiquée en tant que membre non votant est aujourd'hui un membre votant. Donc voilà, petite précision. Et puis parmi les membres votants, donc on va retrouver des marques et metteurs en marché, des acteurs plus institutionnels tels que des fédérations. On a notamment l'ADEME pour les Français. En France, on a aussi donc Decathlon, donc la Fédération de la haute couture et de la mode, et puis donc il y a nous, EcoTLC ou Refashion. Là, vous pouvez encore choisir, notre changement de nom est en cours. Donc, on fait partie de ce qu'on appelle le Technical Secretariat, qui est encadré, lui, par la Commission européenne
et par deux groupes qui sont le Technical Advisory Board et le F-Subgroup. Donc voilà, c'est une gouvernance très spécifique pour un projet européen, on va dire à grande échelle, donc c'est nécessaire. Donc, quelle catégorie d'impact on va prendre en compte dans ce référentiel de calcul? Donc, si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'il y en a 16 sur différentes familles, les écosystèmes, la santé, le changement climatique, les ressources naturelles et l'eau. Donc, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est 16 catégories d'impact au total pour que le référentiel de calcul développé soit, on va dire, le plus précis possible. Donc, c'est un projet qui va avoir quelques étapes clés. Sans toutes vous les détailler, de toute façon, je pourrais vous partager la slide sans problème. Il y a d'abord une étape de quelle catégorie de produits on va parler. Donc, je vous les ai remis juste après, mais déterminer toutes les unités fonctionnelles de chacune des catégories de produits, définir des produits représentatifs. Donc, pour ce faire, on a eu une grosse phase de collecte de données auxquelles beaucoup d'acteurs français ont contribué. Et puis, ça donnera lieu à des études sur le PEF, des drafts, des supporting studies qui feront l'objet de revues critiques. Donc, c'est tout l'objet des fameux groupes de travail mis en place par l'ADEME. Et là, ici, je parle notamment du premier, qui est le groupe miroir du projet PEF. C'est-à-dire que l'ADEME, en mettant en place ce groupe de travail, souhaite mobiliser un maximum de représentants français, que ce soit des industriels, que ce soit des marques, afin qu'elles fassent la revue critique de ce qui est fait à l'échelle européenne et puissent remonter les sujets qui vont, qui ne vont pas, ce qui manque. On a parlé par exemple de la durabilité. Est-ce que c'est traité correctement au sein des études qui sont réalisées? Donc, si ce projet européen vous intéresse, je vous invite à vous inscrire notamment au GT mis en place par l'ADEME, qui en fait fera le lien entre les acteurs français et le projet à l'échelle européenne. Donc ça, ce sont les fameuses 13 sous-catégories de produits que l'on a définies sur l'habillement et sur la chaussure. Donc, on est arrivé à un nombre de 13. L'idée, c'est que ce soit le plus exhaustif possible et que ce soit aussi réalisable techniquement. Donc, il fallait se limiter à un certain nombre de catégories. Donc, on en compte 13 exactement. Et aujourd'hui, nous avons déterminé au sein du secrétariat technique du projet PEFCR 6 sujets clés qu'il faudra prendre en compte dans le référentiel de calcul de l'impact environnemental des produits. Donc, que je vous ai remis sur la diapo, qui sont la circularité, les matières premières, la durabilité, dont on parle beaucoup et qui est un sujet qui fait beaucoup débat et qui pourtant est impératif à prendre en compte dans ce référentiel de calcul, la distribution. Alors, les building RPs, c'est les produits représentatifs, c'est-à-dire que pour chaque catégorie de produits donnés, il y a un produit représentatif qui est déterminé, qui est un peu en fait un produit robot, un produit moyen de toute une catégorie de produits donnés. Et la dernière thématique, c'est celle de l'utilisation, donc en particulier de l'entretien. Donc ça, c'est des sujets qui sont déjà en cours d'étude au sein du projet européen. Donc là, on travaille notamment sur la phase d'utilisation. Le prochain sujet sur lequel nous allons travailler, c'est celui de la durabilité, donc qui n'est pas un sujet moindre et qui va nécessiter, je pense, un travail important. Donc, si vous avez un quelconque retour à nous faire ou des hypothèses à prendre en compte sur la durabilité des produits, n'hésitez pas à nous en faire part, soit à nous, EcoTLC, ReFashion, soit directement à l'ADEME en vous inscrivant au groupe de travail miroir ou alors directement à tout contact que vous pouvez avoir au sein du secrétariat technique du PEFCR.
parce que nous serons forcément preneurs de toutes les recommandations que vous pourrez avoir dessus. 5 minutes sur l'éco-conception, Adèle? Ouais, bah parfait, c'est ma petite conclusion du coup. Donc le sujet de l'éco-conception est forcément très lié au sujet affichage environnemental et PEFCR. J'en profite pour donc vous annoncer, certains le savent peut-être déjà d'ailleurs, que nous développons une plateforme d'éco-conception qui s'appelle Ecodesign. Donc elle est actuellement en ligne, mais encore à la phase de test, et on va dire que nous ferons un lancement officiel le 22 septembre 2020 dans le cadre d'une matinée d'éco-conception. Donc je vous ai mis le lien pour vous inscrire sur notre site internet pour les personnes que ça peut intéresser. Donc l'objectif de cette plateforme, c'est de s'adresser aux metteurs en marché, aux marques de textiles et de chaussures, et de leur proposer un ensemble de conseils pour les aider à éco-concevoir leurs produits. Donc on va retrouver des ressources bibliographiques sur le sujet, on va retrouver des fiches informatives sur les matières, sur la CV, sur la peinture, sur l'éco-conception de manière générale. On va retrouver aussi des fiches un peu plus pratiques, pas à pas, pour vous guider dans la mise en œuvre d'actions d'éco-conception. Et puis, on va aussi retrouver des témoignages de marques qui aujourd'hui sont déjà engagées et ont des retours d'expérience intéressants à vous partager. Donc, vous pouvez consulter la plateforme sans problème, elle est en ligne. Et puis, je vous invite à participer le 22 à cet événement. J'en profite pour vous dire que nous ferons d'ailleurs un petit point d'actualité aussi sur l'affichage environnemental et le PEFCR. Et ce sera une personne de l'ADEME qui fera cette présentation. Donc ce sera peut-être encore davantage précis que la présentation que j'ai pu vous faire aujourd'hui. Voilà. Merci. Merci Adèle pour cette présentation. Je rajoute juste en commentaire avant de prendre des questions que donc, le lancement de cette plateforme d'éco-conception, d'éco-design est très récent de la part de EcoTLC, Refashion, et que du coup on est en train de voir avec Adèle comment collaborer entre EasyTwin et EcoTLC pour s'enrichir les uns les autres, puisque c'est l'objectif de l'éco-conception, l'objectif de EasyTwin. Et la deuxième information qui évoque l'importance de la durabilité, travailler sur la durabilité des produits textiles, notamment en matière d'affichage environnemental. Et là, je laisse Romain et Anne au niveau de l'ANCET, puisque nous avons au sein des EasyTwin un petit groupe de travail dédié à la notion de durabilité dans le textile, avec un groupe d'industriels franco-belges pour réfléchir sur les critères et les actions à mener en matière de durabilité. Donc là aussi, complémentarité avec ce que vient de nous présenter. Est-ce qu'il y a des questions en direct? Non, alors chacun prend la parole en activant son micro et en se présentant. Sinon, en attendant que le premier le fasse, moi est-ce que tu peux revenir sur l'articulation entre l'expérimentation côté franco-français, donc initiée par le gouvernement, par le ministère de la Transition environnementale, et cette réglementation européenne, voir un petit peu comment ça s'articule pour que ce soit bien clair. Alors, pour moi, aujourd'hui, le lien direct entre les deux, on va dire, projets, c'est un peu plus que des projets, des démarches exactement, c'est l'ADEME qui le fait grâce au groupe de travail qu'elle a mis en place, miroir du projet européen qui s'inscrit du coup dans le cadre de l'expérimentation. En revanche, aujourd'hui, ce PEFCR ne fait pas l'objet d'une réglementation, mais fait l'objet donc d'un projet européen qui va mener à un référentiel de calcul, mais il n'y a aujourd'hui, à l'heure où on se parle, pas de réglementation européenne qui est actuellement sortie sur le sujet. Donc, en fait, il faut voir ça un petit peu comme une étude de faisabilité de l'affichage environnemental à l'échelle européenne. Et donc là-dessus, la France a un petit peu
pris le taureau par les cornes, si je puis dire, en lançant cette expérimentation et en invitant un maximum d'entreprises à s'engager dans l'expérimentation, puisque cela fera l'objet, suite à l'expérimentation, d'un bilan, d'une étude de faisabilité et pourquoi pas donc d'une directive un peu plus précise. Voilà. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question, Eric, mais… Et est-ce que du coup, là, on a des entreprises qui sont inscrites ce matin, est-ce qu'elles peuvent s'inscrire dans le groupe Miroir spontanément? Oui, tout à fait. Donc, chose que je n'ai pas intégrée dans ma présentation, mais que je pourrais rajouter, c'est les contacts clés à l'ADEME pour vous inscrire aux différents groupes de travail qu'ils proposent. Donc, on a beaucoup parlé de celui du groupe Miroir, mais il y en a 2 autres aussi qui peuvent être tout à fait intéressants selon vos priorités aujourd'hui et la manière dont vous souhaitez vous engager sur le sujet. Donc, bien sûr, les groupes de travail sont encore ouverts et puis sont tout juste initiés. Hein, les premières réunions qu'il y a eu au mois de juin, c'était des réunions, on va dire, préliminaires pour lancer le sujet, mais les travaux, on va dire, du groupe de travail ne sont pas encore lancés, donc la porte est encore grande ouverte, au contraire. Ok, donc tu nous mettras le lien pour se connecter à l'ADEME. Donc je pense que ça répond à la question de Benjamin Tessier donc, pour participer au groupe de travail. Par contre, est-ce que Laurent Bocahu peut poser sa question en live? À ce moment-là, on va revenir sur les critères, sur l'impact et les critères. Excusez-moi, j'aurais voulu juste compléter la réponse sur le lien entre… Bonjour, je suis Nathalie Fussler, donc je représente l'Alliance du commerce, la fédération donc, des enseignes de l'habillement, dont certaines sont ici. Effectivement, la problématique qu'il y a eu, c'est que ce groupe, ce PEF européen a un prix d'entrée, d'une certaine manière, qui était très élevé et qui, du coup, pour certaines entreprises… 50 000 euros, on peut le dire. Hein. Et oui, exactement. Ne leur permettait donc pas de participer financièrement et donc au groupe. C'est pourquoi l'ADEME a effectivement développé du coup ces groupes de travail pour permettre aux entreprises de s'exprimer grâce à elles et grâce d'ailleurs à EcoTLC également. Mais j'ai connaissance également d'un nouveau projet aussi. Ce serait un projet au sein du comité de filière, donc le comité Modelux. Le CSF ? Le CSF, tout à fait, qui aurait peut-être du coup lui aussi l'intention de monter un groupe qui permette également aux entreprises de participer via le CSF à ce PEF. La problématique étant toujours que on veut que la France et que la voix de la France soit entendue, mais du coup il faut à ce moment-là être plusieurs et plus nombreux pour pouvoir faire porter cette voix. Merci Nathalie pour l'intervention et je confirme qu'au sein du CSF, il y a en effet un groupe transparence, traçabilité qui est en train de se mettre, enfin qui s'est mis en place déjà, qui a déjà travaillé avant l'été avec des industriels et en effet l'idée c'est de coordonner tous ces travaux pour qu'il y ait une voix unique pour représenter les problématiques ou les intérêts de nos industriels de la filière jusqu'à la distribution bien évidemment et qu'elle soit petite ou grande. Donc, juste, je voudrais que Laurent pose sa question et puis il y a Olivier Segard qui souhaite également poser une question à Adèle. Laurent ? Oui, bonjour à tous. Merci pour ce webinaire. Nous sommes 3 personnes ici de la société CO2. On avait une question sur les impacts du PEF. Donc, on a vu les 15 ou 16 impacts listés. Est-ce qu'ils seront tous mis à disposition des consommateurs ou est-ce qu'il va y avoir un choix et connaissons-nous déjà les quelques critères qui seraient retenus pour être mis en avant dans le secteur textile vers les consommateurs? Bonne question. Qu'est-ce que vous appelez mis en fait, c'est les critères environnementaux que tu as évoqués tout à l'heure, les 16 critères. Oui, je vois bien les critères, mais comment vous imaginez une mise à disposition des critères aux consommateurs? Enfin, l'idée, si on a bien compris, c'est d'afficher une information sur l'impact environnemental du produit aux consommateurs. Donc, j'imagine sous la forme d'une étiquette où on retrouvera une notation avec… alors, est-ce que c'est une notation globale agrégeant les 16 impacts ou est-ce qu'on va avoir, par exemple, A ou B, C sur le carbone, puis la même chose sur l'eutrophisation, puis ainsi de suite? Donc, effectivement,
aujourd'hui, au sein des travaux du PFCR, on n'est pas arrivé aujourd'hui à cette question de la communication auprès des consommateurs. Pour moi, à mon sens, il y a de fortes chances que ça prenne un petit peu la même forme que la note ABCDE qui est mise en place aujourd'hui et qui a été proposée par l'ADEME et qui est donc une marque déposée. Pour autant, aujourd'hui, je ne peux pas vous le certifier parce qu'on n'est pas à ce jour mûr sur la communication aux consommateurs. Et là où je me permets de préciser, du coup, c'est que le projet PEF, c'est bien le développement d'un référentiel de calcul. Néanmoins, ce n'est pas le développement d'un outil de communication auprès des consommateurs. Donc, on n'est pas sur le même scope exactement que l'expérimentation française qui est mise en place pour 18 mois. Le projet européen, lui, s'arrête à la livraison, on va dire, d'un référentiel de calcul. Alors que l'expérimentation française est plus large dans le sens où elle comprend et le référentiel de calcul et la communication aux consommateurs. Est-ce que ça répond à vos questions, Laurent? Oui, c'est clair. Donc, je pense ADEME, aujourd'hui, c'est quelque chose d'agrégé, hein, qui agrège les Oui, tout à fait. Oui. La note aujourd'hui ABCDE proposée par l'ADEME, c'est une note agrégée de plusieurs critères d'impact, tout à fait, calculée sur tout le cycle de vie. Il n'y a pas une note sur la consommation d'eau, il n'y a pas une note sur l'eutrophisation d'eau douce, il n'y a pas, voilà, c'est une note globale sur tout le produit. Ok, merci. Si Adèle et Laurent, juste une dernière question d'Olivier avant de faire le benchmark avec le secteur du bois et du meuble. Olivier ? Oui. Merci Eric. Olivier Segard, Société Segard Mazurel, nous sommes un acteur de la filière lainière. Et je voulais savoir si dans ces différents impacts, est-ce qu'on prend aussi en compte des impacts positifs? Par exemple, si je prends le cas de la laine, c'est l'impact local au niveau de l'économie locale des élevages, l'impact concernant la conservation de l'environnement et de la biodiversité, la régénération des sols et toutes ces choses-là. Alors, c'est une excellente question, mais je vais être honnête, je ne vais pas avoir la réponse plutôt que de vous dire quelque chose de faux. Peut-être que justement, Anne pourrait répondre sur la partie biodiversité, notamment dans les critères habituels des ACV. Anne Peruels. Oui, bonjour à tous, j'avais mis mon micro en muet, donc j'ai un petit décalage pour répondre. Oui, alors aujourd'hui, les analyses du cycle de vie sur lesquelles sont basées l'affichage environnemental ne prennent pas en compte les aspects positifs. Effectivement, et ça, c'est une limite actuelle des analyses du cycle de vie. Voilà, je pense que du coup, l'affichage qui s'appuie sur l'analyse du cycle de vie ne permet pas de faire les aspects positifs, mais je trouve que c'est une très bonne réflexion et ça fait un petit moment qu'on se dit ça. Comment effectivement mettre en avant tous les avantages, d'une part au niveau environnemental, au niveau social, au niveau économique, au niveau effectivement redynamisme, voilà, au niveau local et territorial. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont envisageables là-dessus. Il y a quelques groupes de travail d'universitaires qui travaillent là-dessus, effectivement. Et parmi les critères habituels, la biodiversité n'est pas retenue pour l'instant? La biodiversité fait partie des critères environnementaux, mais malheureusement, on ne regarde que la perte de biodiversité. D'accord. Merci Anne. Faudrait-il contacter pour parler de ça ou remettre l'idée sur la table? Alors, ce que je peux vous conseiller, c'est que je vous mette en contact avec l'ADEME et notamment en participant aux différents groupes de travail qu'ils ont mis en place. Hein. Je suis désolée, je tourne un peu en boucle là-dessus, mais
c'est aujourd'hui le moyen le plus institutionnel, on va dire, pour faire porter ce sujet et qu'il remonte notamment au sein du PEF pour être pris en compte dans le référentiel de calcul qui va être développé. Donc voilà, je pense que c'est aujourd'hui la meilleure méthode pour remonter tous les sujets que vous pouvez identifier. Il y en a peut-être d'autres encore, hein, donc effectivement, ces impacts positifs, je pense que c'est intéressant à remonter, mais il y a peut-être encore d'autres thématiques qui le sont, donc n'hésitez pas à vous inscrire et à faire porter votre voix sur tous les points que vous avez relevés, quoi. Merci Adèle, merci Olivier pour ta pertinente question. Juste, je suggère à Fanny Van Hamé de garder sa question pour tout à l'heure parce qu'après on risque de déraper un petit peu dans le timing. On prévoit qu'on ait les présentations sur la partie bois ameublement et avec la partie normalisation d'Edwin et qu'à la fin on se perd encore un petit peu de temps sur les questions supplémentaires. Voilà. Susanna, une présentation donc de Gabriela sur le plan d'action de l'économie circulaire pour le monde européen du bois et de l'ameublement. Voir un petit peu là on vient de parler textile, voir un petit peu ce que dans le bois il est fait actuellement, le bois et l'ameublement, avec l'exemple de EFIGE, de ce projet bois. Non, ton micro. Yes, hello, can you hear me? Okay, yeah, okay. Welcome, Gabriela. Maybe you can introduce yourself directly because I saw your slide. And sure. Can I share them on the screen? Yeah. Yeah. Okay, let me just put them on the screen and then we can start. So, thank you very much for the invitation to this webinar. My intervention will be in English. I hope that's not a problem. I'm Gabriela Kemendi, Secretary General of EFIC, the European Furniture Industries Confederation. We're based here in Brussels. And today I would like to speak briefly about our confederation. I would like to bring you some insights about the new Circular Economy Action Plan of the European Commission and our industry's views on the Circular Economy Action Plan, with a focus on sustainable production and information to consumers, and then provide you with some insights which hopefully will be useful to a certain extent on how to anticipate legislative changes and how to adapt to the legislation that will come from Europe. So first, to start with the European Furniture Industries Confederation, EFIC, so we're the voice of the industry at European level. We represent the interests of the industry towards the EU institutions. We were founded in 2006, and now we represent over 70% of the total turnover of the furniture industries in Europe. We have 16 national federations as members and one individual company, which is IKEA. Among the national federations, we have Fedustria, who is a member of this project here today, and also Federlegno Arredo. So our next speaker, Omar De Goli, is of our Italian member, Federlegno Arredo, and he will speak about the project that his association has been involved in with regard to PEF. So we have members both from the EU, from the European Economic Area, and also Turkey as one of the founding members. When it comes to the EU furniture industry, just to give you a couple of figures, so the EU furniture industries represent and employ about 1 million employees in about 120,000 enterprises, mainly SMEs and micro enterprises, generating a turnover of 96 billion euros and producing 25% of the world furniture and consuming as well 25% of the total world furniture. The EU furniture industries are also very highly export oriented, and now that you have these key figures, we can go to the main areas of interest of our confederation and you will understand why. So first of all,
we are very much focused on activities concerning the single market. We think that a deeper harmonization of the single market rules could benefit the industry. You've seen that it's mainly composed of SMEs and micro enterprises, so reducing red tape and administrative procedures would be very beneficial. Second of all, we're very much following market access barriers and trying to reduce these with the help of the European Commission. And we're also very much looking into new opportunities that can arise from international trade agreements that are negotiated by the European Commission with third countries. EFIC is also a social partner together with the woodworking industries, and in this platform of the social dialogue, we discuss challenges related to skills, to the aging workforce of the industry, but also health and safety. And last but not least, we're very much focused on environment and circular economy. Our members welcome very much the European Green Deal of the European Commission, and they're already adapting to circularity and promoting sustainable business models that are based on furniture reuse, remanufacturing, refurbishment. We also think in the context of the COVID crisis that a green recovery is needed, which has circularity at its heart, because we do see a number of benefits of transitioning to circularity, such as increased affordability, reduced dependency on raw materials from outside the EU, and why not the creation of new jobs. We will share the slides afterwards, and if you're interested, you can have a look at the best practices that we have collected so far. We've also been collaborating with the supply chain over the past years to understand what are their challenges when it comes to circular economy and what can we learn from each other. And we're also involved in projects around circularity, such as one project that is being led in the framework of the social dialogue, which looks into how the circular economy will affect skills, especially, and the workforce by 2030, and will provide a series of solutions to the EU legislators, especially. So this was it about our association, our main areas of activities. Let's now go into the new Circular Economy Action Plan published by the Commission. Well, it's not so new anymore because it was published in March this year, but it's new compared to the previous version. So it was published in March, and it's one of the main blocks of the EU Green Deal, which is the sustainability framework of Europe. And with the Circular Economy Action Plan, the European Commission wants to make sustainable products and services the norm in the EU. The intention is to reduce waste generation, to make sure that consumers and public buyers are actively involved in the transition to a circular economy, that those sectors that have a high sustainability and circularity potential or are very impactful are addressed first, that circular economy works for everyone, and that the EU is a global trendsetter when it comes to circular economy. So this is in a nutshell what the Circular Economy Action Plan wants to achieve. Going a bit deeper into the plan, one of the main areas that the Commission wants to put forward is a sustainable product policy framework. So within this framework, the Commission intends to widen the Eco-Design Directive beyond energy-related products. And then there will be a series of complementary legislative proposals that will address aspects such as product durability, repairability, upgradability, how to deal with the presence of substances of concern, how to increase recycled content in products. And all these legislative proposals will be built as much as possible on the criteria that are already established in the EU Eco-Label regulation, in the product environmental footprint, and the new Green Public Procurement criteria.
So as you know, there have been a series of sectors identified as crucial to deal with first, such as electronics, ICT, textiles, but also furniture is in the scope of this new sustainable product policy framework, together with some high intermediary sectors such as cement or chemicals. So as I said, the Sustainable Product Policy Framework is one of the blocks of the Circular Economy Action Plan. A second important block is a series of proposals to empower consumers and public buyers. So the Commission acknowledges the fact that consumers are more and more aware of the environmental footprint of their product, and they want to have more information about it. So they really want to make sure that consumers are engaged and are an active part of the transition. So with this purpose in mind, the Commission wants to put forward a series of proposals, such as, for example, the revision of consumer law, proposing to provide information to consumers at the point of sale on, for example, the lifespan of a product, the repairability potential, spare parts, repair manuals. So that's one thing. Another action is to propose legislation against greenwashing to ensure that consumers have the right information to be able to make informed choices. And in this context, the Commission wants to propose that companies substantiate their environmental claims using the PEF and the OEF methods, including, for example, looking into minimum requirements that companies would need to provide information on, and how to provide information to consumers. I understand that the project is still developing. However, there is now a number of public consultations ongoing, and this is some new information that we've seen there. So the consumer information, including a potential label or logo, will be discussed in the future. Important to keep in mind as well is that the Commission, when it comes to the information provision to consumers, the Commission wants to mobilize digitalization as much as possible through new tools, such as digital passports, tagging, and watermarks. It's also the intention to propose a new right to repair, to introduce minimum green public procurement criteria, including some sectoral targets. And there will be a European data space for smart circular applications created, which will be the platform on which tools such as the product passports will work on. So these are, in a nutshell, some of the proposed activities of the European Commission when it comes to empowering consumers and public buyers. There have been over the summer a number of ongoing public consultations, such as the consumer law consultation, a consultation on empowering consumers to the green transition, and one on greenwashing and on substantiating environmental claims, which AFIC has provided input to, of course. Good, so now I would like to give you some insights about what the European Furniture Industries Confederation thinks of the Circular Economy Action Plan. And before I go into the Sustainable Product Policy Framework and the information to consumers, I would like to give you some insights on some general principles that we have identified when looking into the transition to the circular economy. So, first of all, we think that harmonization is key. We need to have harmonized parameters to define certain definitions, for example, and they need to be defined at EU level and international level. Harmonization is also important, and because the European Commission has now the chance to set the ground at international level when it comes to circularity. We also think that imported products need to abide by the same rules as products that are produced in the EU. So all in all, it's important to have this harmonization aspect in mind, including the fact that it's the Commission and the EU who needs to take the lead
and to ensure that member states do not come up with their own legislation. So that's one thing. We also think that there has to be a realistic transition put in place. So we're at the beginning of the circular economy transition, if you want, and everyone should be able to be part of this transition in a realistic way. Digitalization has a very great potential for ensuring harmonization, for example, and for providing information on circularity. However, we need to ensure that there aren't too many databases out there with the same purpose. Simple and smart rules are needed. Sometimes the Commission or the EU can provide the goals and the industry can provide the solutions. There will be a need for a lot of support and R&D on, for example, research into new materials. Skills, it's important to make sure that the workforce is adapted to the circular economy. A common language is very important. As I said earlier, definitions need to be harmonized at EU or international level. Dialogue with stakeholders, very, very important to learn from each other and to keep the dialogue open when it comes to the circular economy. And then last but not least, a value chain approach is needed. We need to look at circular economy from the very supply of raw materials to the very end of life of products. Good, so after going through these general principles, I would like to give you some insights on our views on the sustainable product policy framework and on circular design all in all. So we think that circular design has to be a key element of sustainable product policies. And the core of these circular design has to be an efficient use of materials, design for recyclability, and a responsible use of chemicals. However, we think that eco-design should be rather driven by demand, such as, for example, through green public procurement, than by regulations. And we also see that eco-design criteria will not work in the same way for all products. IKEA has been working on a circular design guide for the past 4 years, coming to this very same conclusion. And then there is a number of challenges that we need to address when it comes to circular design. I will give you one example. Even if the aim is to reduce the use of hazardous chemicals in furniture production, there's still requirements out there many times at member state level that require their use, such as, for example, flame retardants in furniture to ensure fire safety. And now I would like to give you the views of the industry on circularity during furniture consumption. So we do acknowledge the fact that consumers need to have an active role in the transition to the circular economy. And for them to be able to make an informed choice and to compare products that are out there on the market, there needs to be a tool that is developed at EU level on the main characteristics of furniture. We have to avoid that there are too many tools out there, which is a situation that we've seen now. So at EU level, there is the Consumer Rights Directive and the Unfair Practices Directive that provides the key elements that the consumers need to have in order to make a transactional choice. But there is no union legislation, mandatory union legislation, that says what kind of environmental information needs to be provided. So this is why an EU information tool on the characteristics of furniture is needed. We think that the tools that will be put in place should be pragmatic and provide information that is useful to consumers. It's very important to have a common language, as I said before, to define certain aspects, such as what is long lifetime, what is reusability, what is repairability. This is all crucial to define first on an EU and international level before we talk about the tool. Then as well, information should be provided in various ways, not only by labeling. It can be a combination between online, in stores, and labels.
rules have to be applied to imported products as well to ensure that EU products have their competitive advantage. And there's a number of legislation that need to be updated, such as the General Product Safety Directive when it comes to compliance of secondhand products. And then just briefly to mention, we think that public authorities have a great potential to drive circular products via green public procurement. More specifically on the product passports that will be put in place according to the Circular Economy Action Plan, we think that there is a great potential to these product passports. However, we think that the Commission needs to have a holistic approach with all the ongoing initiatives to provide information to consumers. It needs to be designed properly, the product passports, and at EU level, of course, in order for it to also receive international acceptance. Crucial is to involve the industry in the creation of the product passports, because there's a lot of knowledge already in the business, and it's industry and companies who will be introducing the information in the passport. So it's very important that they are involved, as well as standardization bodies. And they have to be based on science and on existing harmonized regulations such as REACH. Many times the information will probably depend on the consumer and on the specific needs at a specific moment. And then there's a series of issues that product passport also need to address, such as responsibility, competition, supervision, and monitoring. Concerning the EU Eco-Label, as you know, it has a lot of potential because it's a tool that is put out there at European level. However, in the furniture industry, it has had a very limited uptake because of many challenges that are associated to it. It is state-run, it is not promoted by certifiers, and it is quite costly. So we think that in the future, the furniture industry should have a more prominent role when revising the criteria, and standardization bodies such as SEN should be involved as well. Last but not least, when it comes to substantiating green claims, we think, again, that the Commission needs to take a holistic approach and to consider all the instruments and the voluntary tools that have been put forward so far. And then they should develop a system in coordination with the industry, specifying certain requirements and benchmarks and allowing the industry to gradually to this uniform system, step by step. Also important for this discussion, substantiating green claims should remain voluntary. And when it comes to PEF, which is still under development, we think that it's at the moment an imperfect tool, and it has to be revised. So its robustness needs to be revised before it is integrated into policies. So with this, I hope you have a general picture about the views of the furniture industries on these matters. Last but not least, what can companies do to adapt to these coming regulations? So we've briefly discussed with Omar about what companies can do. And we think, first of all, it's important to know your product. So obtain all the information that you can from your suppliers. And then you will most probably be able to adapt to the new regulations. Consider already sustainability design principles. Like that, you will not be caught by surprise later on. Focus on standardization and standardized tools that are already available. And last but not least, it's very important to collaborate across the industry. So voice all your concerns in projects such as this one with your industry associations such as Fedustria, who will then provide information at European level, and then we will be able to provide the views of the industry to the EU institutions. So this was it from my side. I hope I was not too long. We have now the intervention of Omar Degoli. He's the chair of our Circular Economy Working Group. And thank you very much.
I think you're muted, Susanna. Thank you. Thank you very much, Gabriela. So we switch directly with Omar. If you can take the time, Gabriela, to see already there are some questions in the chat part. Sure, I will have a look. Yeah, and after Omar talk, we can take 10 minutes for question and answer before the last talk of Edwin. Thank you. So Omar, you have the voice. May I share the screen? Yeah. Yeah. Okay. Okay. So, thank you for inviting me to this webinar. I am Omar Dedoli. I work for the Italian Federation of Woodworking and Furniture Industries, and I am involved in some EFIC activities. When we received the invitation from EFIC, Gabriela and I thought that it would have been maybe beneficial for this webinar on labeling on environmental aspects to have a short report on a project in which we as Federlegno are actually involved in. The name of the project is EFIGE and is about product environmental footprint. It's quite important for us in Italy because in Italy we do not have any national labeling, national environmental labeling scheme like Germany or Nordic countries, and the government decided that this methodology should have been used to fill this gap with other European members. So I get that everyone is quite familiar with the methodology of product environmental footprint, so I can skip the explanation. And I just say that we were not included in the initial official pilot from the EU. So we decided to take the chance that was offered to us and participate in this project together with other sectors to test the methodology. And we participated in it with our Office Furniture Association, Sufficio, which were already interested in the field, and 4 of our companies that are heavily involved in the calculations. So when we were writing the proposal, we had some goals in mind. First, of course, was to develop product category rules to make it possible to perform PEF studies for office furniture, and then to try to develop a tool to let the companies to quick assess the performance of their products and find out the best way to communicate the results and developing the appropriate communication tool. And the last one is linked to the intention of our government, because we fear that there was the intention of linking the GPP criteria for furniture to product environmental footprint studies. GPP criteria, Green Public Procurement criteria for furniture in Italy are mandatory since 2017 for every public tender. So linking it to product environmental footprint would have a huge impact on the companies, and we wanted to be ready for that. So our first goal was to develop the PFCR. We did it at the Italian level, so it's not an official document for the European Commission. Is just enough for us, for our purposes, and it's enough for the project of the government of a national environmental scheme. To do so, we had to build our representative product. We choose 2 products, the office chair and the individual office desk. We did it collecting data from our companies, so at Italian level, and their suppliers, which happen to be sometimes also our associates because we are a federation.
and for when they were available. When they were not available, we switched to secondary sources. And we performed these studies. They showed for the same product category quite similar results, but we deal with products that have quite a long lifespan, and of course they do not usually use energy in the use phase, and especially for the office chair is mainly a work for our companies of design, supply, assembly of the components, and then sell it. So the most important phase is always what kind of components you decide to use into the product. Then we performed some simulation scenarios to find out possible meaningful improvement actions to be implemented by the companies. And we ended up with a list of improvement actions for each company. They are now implementing them. And we will perform another study next year at the end of the project to see the results and if we gain some results. The other goal we had was to make it easier for the other companies to have a quick assessment of the performance of their products. So we built this for the chair, this eco tool, which is by far at the moment the best result we got from the project, because for sure product environmental footprint is complicated, but there is maybe some way, once you did the big work before, to build tools that help the companies. We tried to submit this to a panel of companies which are not involved in the project and are not familiar with the methodology, and they find it promising because it allows to compare quite easily different versions of different design options for the same product. So it's useful at the design stage. If anyone is interested in it, I can send it by email to test it. Next goal was about communication. So find out the best way to communicate PEF results, how to make PEF results interesting for the customer. And this was also requested by our ministry. They were interested in choosing a communication vehicle for a project they had. So the best communication vehicle, of course, depends on the customer, and our companies have different market as a reference. So at the end, we decided to work on the fact sheet because most of the companies are involved in big projects in which comprehensive data about the impacts of the product could be useful, while companies that were more oriented towards retail and consumers, they of course prefer performance label or traffic light label because it's easier to understand and the consumer are used to it. But it's interesting to see that with the same results of the studies, you can build several different kind of communication tool. At the end, be ready in case of PEF adoption at national GPP level. We are not at this stage yet in Italy, but in the meanwhile, during the work of the project, the ministry, the environmental ministry, approved a national environmental labeling scheme based on PEF. It has now almost 1.5 years. It builds on the work of the associations. So an association or a consortium of companies which are representative for a particular product can develop a PFCR simplified at Italian level, which is enough for the government. But you have to use, of course, the official documents if they are available for that product. And then the ministry will validate the work and step in to evaluate the submission of the single companies and assign the logo.
at the moment, we decided not to take part in this scheme. We are almost ready because the project gave us all the information and the documentation to be ready to submit it to the government. But we want to see how it develops because it's quite at the early stages. At the moment, it's not taking off, so we decided to wait. But we are participating though in this scheme with another of our association, which is the Wood Packaging Association. They are going for the label, so they are talking with the ministry, and in a few months, hopefully, our wood packaging companies could apply for the label. It's an interesting experiment, in my opinion, to see if and how product environmental footprint could be backbone of any environmental scheme. So to be short, this is my last slide. In our experience, the use of this methodology made possible to make very reliable assertions on certain topics, such as the substantiated green claims that the Commission is looking for, but not on every kind of variables or environmental variables, is useful for at the design stage for internal use to compare different design options. Of course, provide detailed impact descriptions and enable different kind of communication style depending on the customer you have. On the other side, in my view, the idea of environmental issues that the customer or the consumer have is much more wider than the perimeter of the life cycle assessment of the PEF assessment. So, for example, for our products, but I think it could be true also for other products with other aspects. Indoor air quality is very important. Every customer, every consumer worries about it. VOC emissions, formaldehyde emissions from the product. And these aspects are not well reflected, but they are environmental aspects. They are in every environmental label about furniture. The other, so it needs to be implemented with some other data. Other difficulties are linked to data collection, which is also difficult, is always difficult for every life cycle exercise. And maybe I think this kind of methodology is more useful for products that are more standardized than the furniture. We choose the office furniture because are already a bit standardized, but furniture itself is quite difficult to reduce to a representative product. And of course, it's still developing methodology, is not enough recognized. So if you have a market to the whole world at the moment, it's not well recognized, and we will see what happens in the next years. So this was my last slide. I'm here if you have any other question. Thank you. Thank you, Omar. So maybe we can take time for some questions for Gabriela and Omar. Maybe Gabriela, you already read the question. Alan, Perrine too. Yeah. Yes. So in answer to Perrine and to Alan, so the Circular Economy Action Plan that was published in March 2020 is a communication, and following this communication, a series of initiatives and proposals will be put forward, such as the Sustainable Product Policy Framework, the proposal to substantiate green claims, and others. And we expect many of these to take place next year, in the second quarter of next year, as far as I am informed so far. And then, of course, once the proposal of the Commission is out, there will be a need to discuss with the Parliament and the Council, so it will still take some time until the measures are put in place.
I hope that answered your question. And then there was a question on the flame retardant issue. We'd just like to mention that EFIC developed, put forward an alliance some years ago because we would like to achieve a harmonization in flammability requirements across the EU to a level where flame retardants are not needed. Because we've seen that they have many harmful effects for the environment, for health, for fire toxicity. And we think that there is other solutions that can be put in place and also they don't really have a proven fire safety benefit. This is very important to mention here. And of course, there are other solutions that can be put in place, such as material-based solutions, as far as long as there are materials that are market ready at a large scale, including other solutions such as consumer awareness, education, and many others. So I think, yeah, I hope with that I took that question. I think that was all for me. Not sure whether there's any other question for me or for Omar. Yeah, or maybe I was a little bit surprised in your presentation about the fact that we are not going to, I mean, it's about eco-label, European eco-label. When we work with companies, for the moment we are still, we are not so sure that this is the reference we have to use, because it is the only one we have that we would like to use. And at the same time, when we hear from your talk, you don't talk about oblige company to use it. Of course, you say action against greenwashing, but what about how can we prepare the answer you will give us next year with the companies today? What can we take like reference other than a European eco-label? Mm-hmm. So we have some reservations with the eco-label, as I said earlier. In principle, it's good to have such a tool at EU level, because we were talking about harmonization and having something that we have as a reference at EU level. But I think the European Commission should take the industry's views more into account in the next revision of the criteria, because it's probably what led to such a low uptake of the eco-label. So again, I think it's very important that they collaborate with the industry and not just, let's say, impose certain tools that afterwards will not work properly in practice. And that's what we're trying to do. You know, I think now we're at the perfect stage with all these initiatives that are upcoming to voice the concerns of the industry. Not only concerns, you know, the views and how tools can work in practice. Yeah. Okay. Yeah. Thank you. Maybe Edwin, you can take your time. You are in mute. So now you should be able to hear me, and you have my presentation as well. So what I want to do with my presentation is to explain you what the relationship is between standards and legislation, and what exists at the moment regarding circular economy and what is being developed. So I will shortly start with introducing myself, and then standards versus legislation.
how they are linked together, and then we will talk about the circular economy specific standards. So I work for Centexbel, which is the Textile and Clothing Institute, and also Artificial Materials is under our scope. And there I'm the consultant regarding clothing textiles. I consult regarding quality, sustainability, and legislation in some specific domains, not all legislation. I'm a member of several standardization working groups, Belgian, Dutch, on CEN and international level ISO. And then I'm the Belgian representative in DG Grow textile labelings and composition of textiles. And I'm active in several projects regarding circular textiles. Now, standards versus legislation. What is a standard? It's a technical document designed to be used as a rule, guideline, or definition. It should harmonize things, and that's why Europe is very keen on having standards in order to harmonize the industry. It is a consensus-built document, so all stakeholders need to be consulted, and it's a repeatable way of doing something. It's very important, a standard is always voluntary. There are several institutes that develop standards. The international one is ISO, then you have CEN and CENELEC on European level, and then you have a lot of national standardization institutes like the NBN for Belgium and EFNO for France. It's very important to know that there's an agreement between CEN and ISO if they want to develop a standard, that they ask each other, are you interested as well? Who is going to develop it? And that they want as much as possible standards to be both an EN and an ISO standard. Why is it important to have an EN standard? If you have an EN standard on a certain subject, all national standards must be withdrawn. So if there's a Belgian or French standard on a certain subject, you need to pull that back from the market so that only the EN standard can exist. And this is to uniform again the European market, that everybody will work in the same way. Then you have independent institutes, private institutes sometimes that develop standards like Oecotex and FCS. They develop standards to support the certification system and their label. And then you have even companies that develop standards for their own use. Iway from IKEA is one of those standards, and Marks and Spencer has a lot of standards, especially a lot on product safety that became afterward British standards and even European standards. So sometimes a standard can start in a company. What is legislation then? This is a document given out by the government, and it's binding for everybody except the recommendations. And sometimes it's only for intended parties or a certain part of the population. This is differently from a standard. Here you need to be compliant with the regulation or the legislation, which is not for a standard. There's a very important difference. What is legislation of influence on our industry? General product safety, everything that you put on the market needs to be safe. REACH, related to the previous one, the use of chemicals and what chemicals can be present in your product. If there's a toy aspect, you fall under the Toy Safety Directive. If you claim that your product is organic, you fall under the Organic Regulation. If you claim a biologic active function on your product, you need to be compliant with the Biocide Regulation. Then you have the EU Eco Label, which is different from the Organic Regulation. You can say that your product is ecologic. You don't need to comply with this regulation. For organic, it is like that. The EU Eco Label is voluntarily, but there is regulation behind it, which makes it a strong label. To give also an answer to
Susanna. And then you have fiber composition and footwear labeling for the materials, personal protection equipment. And then a very important one regarding this topic is unfair practices. And I will come back to that one later on. Then you have harmonized standards. Europe wants to harmonize the market and uses standards for this. Harmonized standards, they are linked to the legislation. So other standards aren't. These ones have a specific link to this legislation. And if you are compliant with the standard, there's a presumption of conformity to be compliant with the legislation. And to what part is announced as in Annex ZA. So the Annex ZA and the standard forms the link between the legislation and the standard. Only EN standards can be harmonized, so no technical requirements, also no ISO standards. So if you have an ISO standard that is not an EN standard, you can never link it to European legislation. So that's why those EN standards of ISO standards becoming an EN is so important. They are still voluntary. So you can prove by other means that you are compliant with the legislation. So it's still a standard. You don't need to use it. In practice, it's often way easier to use a standard to show that you are compliant, because to do a risk assessment, for instance, is very difficult. So if you have a standard on that specific risk or legislation, please use it. It will make your life easier. How are those developed? It is the Commission that asks CEN to develop a standard, and there's giving a mandate. Then a technical committee and working group is chosen and appointed to develop it. There's a whole voting procedure behind it. And when that standard is published, it goes back to the Commission, and they check if everything is as they wanted it to be, if the link is correctly, if it really protects or does it function. And then the Annex AZ is put to it and it's harmonized. So then only after the Commission approves, there's a link between the legislation and the standard. I put a link at the bottom there. You can find all harmonized standards within the European Union. So now we go to the influence on the circular economy. As you have heard in the previous presentations, there's a very hard governmental push towards circularity. At the moment, these are mostly policies. So you have the European Green Deal in local governments in the Netherlands. You have a policy on circular textiles in Flanders from the 1st of January. Any product procured by a public entity must be 100% sustainable. Wallonie has a circular economy strategy. So what does it say? That in the long term there will come legislation. So for instance, the extended producer responsibility. That's a certainty that those legislations will come. So prepare yourself for this. And like the waste regulation will be reformed, because now if you have a product that is end of life, it's considered waste. You need to treat it as waste, which gives a lot of problems. So they will adapt specific legislation. In the short term, what do you see? A lot of procurement documents asking for circular products. And there it becomes very tricky. How am I going to claim this? So there comes the unfair practice legislation into play. Anything that you say about your product that may make a consumer to choose for your product. So like saying my product is circular, you need to be able to prove this and support your claim. And it's very difficult to do that. So there are some standards that can help you, or there's some standard development that can help you. So even though there's no legislation, from the moment you make a claim, you enforce yourself to be in compliance.
So also, if you say I'm compliant with this standard, you need to follow the document completely and being compliant. Otherwise, you are breaking the unfair practice legislation. So that's of importance. What is a good standard? It needs to be trustworthy, so it needs to be objective. That's why international or EN standards have more value than a company standard. All stakeholders must be taken into account. It must be produced with all stakeholders, like producers, users, governments, and non-profit organizations related to the topic. It needs to be accessible by everybody. It needs to be public. Everybody needs to be able to read those documents. And preferably they are checked by a third party, or even better, controlled by a third party. And they need to be able to check by a third party, but in the best case, they are completely controlled by a third party, independent party. Existing standards that you can use at the moment, the ISO 9001 quality management, and all the standards that support, so to test quality. Important to know is that you need to put yourself up to requirements, because the ISO could be compliant with ISO 9011 and have a certificate. It doesn't say anything about your quality level. If you are producing rubbish, you know that you're producing rubbish. That is what ISO 9011 says. So it helps you to monitor your quality, but it doesn't enforce a certain quality level. This is still up to yourself. The same with the environmental label and declarations. It helps you to make declarations in an honorable way, but it doesn't say what you need to declare or how you need to test it and so on. And the same with the framework for implementing principles of the circular economy in an organization. It is there to help you. Being compliant will not say that you have a circular product. So you need to make your own requirements if you are using those standards. And there are a lot of more standards regarding the global sustainable development goals. And you can find them on ISO. I put the link in the slide. So there's already very specific standard on circular textiles developed in the Netherlands, because there a lot of governmental organizations are procuring circular textiles. And they had a big issue in what should we claim. Everybody offered different things on very small parts that were circular, leaving out a lot of other things. So that's why the industry said we need really very quickly a standard. So it is a Dutch technical agreement, which is not an NEN, so it has not the power of a real standard. So if you transfer this to Europe, you would not be able to link legislation to this document. And the main part is a classification. When can I call something recycled material? So you need to say from where the source of recycled material is. And they defined different classes. So for instance, if I use post-consumer recycled material, then I need to say A1 that many percentage. So that is how this document works. There are requirements regarding the business model, so they refer to chain of custody, which should be published last week or this week, if I am correctly. So I put here still the final document number, but it should be an ISO by now. The British standard is used. You need to implement the principles of that standard. There are communication requirements. You need to communicate your circular strategy, the percentage of recycled content, and claims. All your claims need to be done according to the environmental labels and declaration standard.
It is not considered as a circular textile, and there was a lot of debate on this part. If you have a product designed for circularity, then you can claim that it is designed for circularity, but you can't call it circular textiles because there's no recycled content in it. So this is to avoid greenwashing and to give clarity. Recycling the biocycle is completely left out of the document, and the reasoning behind that one was that even, for instance, end-of-life cotton could be used for viscose production to produce again fibers. So please don't break your products down to compost. You can always use it at a higher level. So that was the reasoning behind that. As I said, the document is a consensus. So some people were against, some for, but in the end we came up with a consensus. And it is taken only textile materials into account. So no zippers, no coatings, no buttons, no additional material. So only the fibers of your product are taken into account, because otherwise the document would become too complex. So that's why they chose for this. They will bring it normally to European level so that it can become an EN standard. And also there will be a certificate scheme following the standard so that you can prove that you are compliant with the standard, that somebody else can check you, which is very important to have your claim validated. There's already from BQI a QSEG auditing system that tests, that can certify your fibers or plastic materials. And there's even a testing option to show that you are REACH compliant or done your best to be REACH compliant in that certification system. And probably this will be used to develop the certification scheme for the other standard. There are a lot of other standards of influence, like for textiles you have test on biodegradability, environmental aspects. So there are a lot of standards developed that could be of an influence on the circular economy. Also in furniture you have already a lot of environmental standards or standard development, but so far they don't talk about circularity. Sometimes they take little aspects of circularity into account, but there's no fully other circular standard. Floor covering has talks on the circular standards within their working group, but they didn't yet start on the development. So I don't know what the stage is at the moment. For furniture, I didn't find any circular standards. And they try to implement circular principles in other standards. So there was an emergency meeting with the European Committee to produce a standard for community masks. And there were a lot of parties who wanted to say that the product needed to be recyclable and so on. And this raises question, because if you're going to do that, you will have a problem with inconsistencies. And you need them to be compliant with that standard, but another standard says that, and then perhaps even a legislation says something else. So it will become very complex, and the European Commission is very worried about that. Also CEN. So that's why they formed the SABE Circular Economy Group. And this is a new working group since the start of this year. They have three main objectives, and that is to influence, identify all standards that have an influence on circular economy, whether it be positive or negative. They want to identify the needs regarding this standardization, and then to coordinate standardization and give advice to CEN and the EU Commission. So this is a very important group in making sure that standards are uniformed, that they are not contradictory.
which is on ISO level a very important development at the moment, is within this TC 323, circular economy. There you have 3 working groups and they are working on different aspects. So the first one is making a standard on framework and principles for implementation of the circular economy. It's pretty much the British standard that will transform into an ISO standard. Then you have guidelines on business models and value change that will be also part of the British standard, developed into this standard. Measuring circularity framework. So how are you going to measure a certain level of circularity? And then there will be a standard to help you, and this will be a technical requirement, so not an ISO standard, to estimate how well the performance of a certain product is to analyze case studies, so that this has been done in a uniform way. If you want to follow up and give input on these standards, and then you can also look into the documents, we will organize a working group on the 22nd of October. If you are interested in participating and giving feedback on standard development, and also to SABE, because they need input regarding what is needed, then we can do this also via this working group and say, okay, this is input from the industry. Please contact me. My email is there. And normally we will send out an invitation the end of September. And that's it for me. If you have questions regarding textile standards, please contact me, and please contact Raymond from the Wood.be, the Wood Institute, if you have questions regarding the furniture or wood domain. Thank you. Thank you, Edwin. Okay, maybe anyone want to ask a question? Si à nos 3 intervenants. Yeah. Yes, Laurent speaking here. We had a question about the PEFCR for furnitures. Is there one, or if not, where does the initiative stand? May I answer? Would you like to take that one? Thanks. No, there isn't an official PEFCR for furniture. It's also a too large topic to develop a PEFCR for furniture as it stands. There are some initiatives like the one we perform with our project on specific products, which are more fit in terms of code of the products. But at the moment, we are not aware of any initiative to develop something like the textile does for furniture. Okay, thank you. Okay. Plus de questions? No more questions? C'était complet. Yeah. There is someone who is someone is asking about the presentation, the slide. They would like to know if it is possible to receive by email. So we need the answer for every speaker. No problem from our side. Okay. Yes. Yeah. That's why I put the links in. Yeah. Perfect. Thank you. So we will send to everybody.
Juste, on peut demander à Xavier s'il est d'accord pour qu'on mette les présentations sur le site internet et le lien vers le replay de la conférence, peut-être. Xavier, si tu es encore là. Oui, je suis là. Je pense qu'il n'y a pas de problème pour diffuser les présentations, hein. Et ni mettre l'enregistrement. On fera un montage adapté pour peut-être un peu réduire la durée, mais non, je vois pas d'inconvénient. Et je propose que l'on mette également les contacts de nos intervenants pour pouvoir poursuivre en one-to-one sur les différents sujets. OK? Parfait. Perfect. On lève le camp? Midi pile. On est Oui. pile dans le timing. C'est bon? Merci encore à nos 4 intervenants, très complémentaires, très larges à chaque fois la présentation. Merci aux 50 participants qui sont restés jusqu'à la fin. Have a nice day and see you soon in EasyTwin group working groups. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Bye.